Si je vous dis espion, vous pensez à James Bond, CIA ou KGB. Sauf que la France aussi a de grandes histoires d'agents secrets. Laissez-moi vous raconter 8 missions françaises dignes d'un film hollywoodien. La voiture la plus dangereuse de l'histoire. 1945. Le monde découvrait la puissance nucléaire. Une histoire peu connue, c'est que cette bombe est une invention française, couverte par un brevet déposé dès 1939. Mais bon, entre l'invasion allemande et ce qu'en ont fait les Américains, on a préféré pas trop le crier sur tous les toits. Ces ambitions nucléaires vont être mises en pause pendant presque 20 ans, jusqu'à ce qu'en 1960, dans le Sahara algérien, les 3 premières bombes nucléaires françaises explosent. Gerboise bleue, blanche, rouge. Tout est concluant, mais les ingénieurs veulent réussir à miniaturiser la bombe. Sort donc la 4e gerboise, la gerboise verte. Elle est acheminée à l'aéroport d'Alger en avril 1961, entreposée dans un hangar militaire. Sauf qu'à ce moment-là, à Alger, il y a un coup d'État. Des généraux français décident de faire sécession, de s'opposer à De Gaulle qui veut donner l'indépendance à l'Algérie. À ce moment-là, l'armée française veut devenir maîtresse de l'Algérie sans obéir au président de la République. C'est le chaos, la gerboise verte n'est plus surveillée et des étudiants la découvrent tranquillement dans son hangar. Les généraux dissidents sont prévenus et il n'y a pas beaucoup de temps avant qu'ils mettent la main sur la plus puissante arme de l'époque. De Gaulle doit donc rapidement faire disparaître la gerboise verte. Ce qui s'est passé ensuite est encore aujourd'hui un mystère. L'exfiltration de cette bombe se serait faite dans des conditions un peu particulières. Pour éviter d'être repérée par les généraux putschistes, la gerboise verte aurait été transportée dans une 2 chevaux. Une bombe nucléaire cachée dans la voiture de ton grand-père, conduite tranquillou dans le désert. On la fera rapidement exploser au centre d'essai de Reagan. Ça a d'ailleurs été un échec, un peu triste après une telle aventure. Et ça signera le 4e et dernier essai nucléaire français à l'air libre en Algérie. Ça avait été un peu un scandale, puisque le sable radioactif pouvait être transporté par le vent, et il y avait eu aussi cette photo. Alors je vous rassure, c'est des mannequins, mais à l'époque, beaucoup ont pensé qu'on avait utilisé des prisonniers indépendantistes algériens. Il y aura 13 autres essais nucléaires en Algérie, cette fois-ci effectués dans la montagne In-Eker, avant que tout soit déménagé en Polynésie française. Notez bien cette information, elle prendra son importance un peu plus tard dans la vidéo. Les 2 agents qui ont fait tomber l'URSS. L'URSS n'était pas un pays si puissant que ça. Son seul moyen de rester au niveau technologique, c'était d'avoir des espions partout qui volaient les technologies occidentales. Ce vaste réseau de pillage économique a été mis en lumière par 2 hommes, tous 2 en lien avec la France. D'abord, Vladimir Vetrov, surnommé par les Français Farawell, un agent soviétique alcoolique qui se lie d'amitié avec des agents français et qui décide de les aider. Il leur transmettra près de 3000 documents classifiés, ainsi qu'une liste de 420 agents du KGB infiltrés dans les entreprises françaises et américaines. Quasi toutes les tops étaient maintenant connues. Mitterrand peut pas garder ça pour lui, il décide donc de prévenir les États-Unis. C'est là qu'entre en scène le 2e homme qui a aidé à la chute de l'URSS, Gus Weiss. Aux États-Unis, c'était le gars en charge de trouver les tops russes. Et c'était un génie, C'est arrivé que les espions russes volaient pour 6000 tonnes de microprocesseurs, ouvraient la caisse et trouvaient du sable, avec un petit mot moqueur signé Gus Weiss. Sauf que là, la France a le nom de toutes les tops. Gus Weiss décide donc de bosser avec les services français pour donner le coup de grâce à l'URSS. Au lieu d'arrêter les tops, on va les utiliser. Leur laisser voler des technologies, oui, mais des technologies vérolées, notamment des puces électroniques défectueuses, des logiciels avec des virus ou des plans de machines foireuses. Et ça a marché. En 1982, l'URSS termine la construction d'un pipeline gigantesque qui les connecte au pétrole sibérien. Sauf que les turbines ont été construites avec des technologies volées et donc rendues défectueuses par Weiss. Fatalement, le pipeline explosa. Une explosion si puissante qu'on pouvait la voir depuis l'espace. La capacité russe à se fournir en pétrole a été anéantie. La légende veut même que ce soit lui qui ait lancé l'idée du système de guerre des étoiles, un vaste plan américain de protection antimissile spatiale. Tout le monde y a cru, mais ça n'a jamais été mis en place, peut-être parce que là encore, on a voulu engager l'URSS sur une fausse piste. Weiss, Farawell et la France auront infligé des milliards de dollars de pertes à l'URSS, qui ne s'en relèvera jamais. Malheureusement, une fois le job terminé, le destin de ces 2 hommes fut tragique. Un politicien français trahira le nom de Farawell, qui se fera exécuter froidement dans une prison moscovite,
tandis que Weiss fut très probablement assassiné à cause de son opposition à la guerre en Irak. Il affirmait qu'il n'y avait aucune arme de destruction massive là-bas, et ce fut exactement le cas. La chinoise. C'est l'histoire de Bernard Boursicot, un jeune comptable, timide, encore vierge, qui va être muté à l'ambassade française de Pékin. Et c'est pas la folie, hein. En 1960, Mao est encore au pouvoir et une grande famine frappe le pays. Pourtant Bernard tombe amoureux de la culture chinoise. Au cours d'un banquet à l'ambassade, il rencontre Chi Peipu, un jeune danseur travesti de l'opéra de Pékin. L'histoire d'espionnage qui va alors commencer est l'une des plus célèbres au monde, adaptée en film par David Cronenberg lui-même. Il y a plusieurs versions qui existent, plus ou moins romantisées, je vais essayer de vous raconter ça le plus simplement possible. Chi Peipu et Bernard se lient d'amitié. Sauf que Chi Peipu lui relève qu'en fait, elle n'est pas un homme, mais bel et bien une femme. Biologiquement. Une femme obligée de se faire passer pour un homme à cause de son père qui ne voulait pas avoir de fille, mais un fils. Cette révélation va permettre à Bernard de déclarer sa flamme. Les deux vont pouvoir coucher ensemble, mais toujours dans le noir et avec des vêtements, par pudeur, on va dire ça. Chi Peipu lui annoncera être tombée enceinte. Bernard, lui, malheureusement, devra quitter le pays, la révolte culturelle grondant partout en Chine. 4 ans plus tard, il peut revenir là-bas, retravailler à l'ambassade et enfin voir son fils. Malheureusement, il est vite arrêté par des officiers chinois qui lui font comprendre que sa femme, elle va avoir de gros soucis à sortir avec un blanc. Un diable à long nez. Il vaudrait mieux que Bernard collabore avec le régime en espionnant l'ambassade française pour le compte de la Chine, par exemple. Et il va tout donner. Plus de 150 documents. Il va même en fabriquer des faux pour faire croire à la Chine qu'il a accès à des trucs importants. Alors que pas trop en fait. Boursicot devient un agent triple malgré lui. Finalement, en 1979, il arrive à rentrer en France avec sa femme et son fils, sains et saufs. Mais la France l'arrête pour espionnage. On découvre alors que Chi Peipu avait des organes génitaux masculins, qu'elle les cachait pendant leur rapport dans le noir. Quant à leur fils, il avait en fait été acheté et il n'a jamais été enceinte. La question alors était de savoir si Chi Peipu était un homme qui se faisait passer pour une femme afin de piéger Bernard Boursicot dans ce qu'on appelle un piège à miel. Une femme qui séduit un homme pour l'espionner, sauf que bon là, c'était un travesti. Tout aurait été organisé par la Chine pour le tromper. L'autre possibilité est qu'il s'agissait vraiment d'une femme transgenre qui ne l'a pas avoué à Bernard et que la Chine a vraiment fait un chantage sans collaboration de Chi Peipu. Compliqué, hein? Le jugement tomba, Bernard et Chi prirent tous deux 6 ans de prison. Bernard, ravagé par la nouvelle de cette trahison, tentera de se suicider en prison, avant de se rendre compte à sa libération que finalement, il préférait les hommes. Il est encore vivant aujourd'hui d'ailleurs. Chi, elle, mourra à Paris à l'âge de 70 ans. Encore un peu amoureuse, mais Bernard ne semble jamais lui avoir pardonné. Les espions meurtriers de la France. Il existe au sein des services secrets français une cellule encore plus secrète. Des tueurs de l'ombre dont le nom ne figure sur aucun document. Son nom, la cellule Alpha. Sa mission, les assassinats ciblés. Ils ne peuvent être activés que par le président de la République lui-même. Pour info, c'est François Hollande qui les a le plus utilisés, avec plus d'une 40aine d'exécutions. Faut pas croire, hein, il rigolait zéro le gars. Mais quand et pourquoi avoir créé cette cellule? Eh bien, à cause d'un scandale. En 1985, la France continue ses essais nucléaires en Nouvelle-Calédonie. Et Greenpeace, pas content, fait des opérations de sabotage pour les empêcher. François Mitterrand décide donc de les mettre hors d'état de nuire. Commence l'opération satanique. Ouais, c'est le nom qu'ils ont choisi. 2 agents secrets ont pour mission de faire exploser le Rainbow Warrior, le navire amiral de Greenpeace, qui se trouve alors en Nouvelle-Zélande. Le but, c'est de tuer personne. Une première bombe doit faire évacuer le navire, et la seconde, faire couler le bateau. Malheureusement, il y aura quand même un mort. Le truc, c'est que les agents, les époux Turange, font plein de petites erreurs. Se garer devant un vigile qui note leur plaque, passer des coups de téléphone internationaux, et laisser des empreintes digitales sur le canot pneumatique. Bref, l'opération tourne au fiasco. 2 agents sont arrêtés, un sous-marin nucléaire français doit récupérer un autre agent en pleine mer, l'État essaye de donner de fausses pistes, de censurer les médias français, avant de se faire trahir par des jeux politiques. Ce sont des agents de la DGSE qui ont coulé ce bateau. C'était plus possible de le cacher, on est passé pour des guignols. Nos relations avec la Nouvelle-Zélande et Greenpeace sont encore aujourd'hui toujours
tendu à cause de ça. Et l'État aura dû payer des dizaines de millions d'euros de dommages et intérêts aux deux parties. Après ça, il a été décidé de restructurer la DGSE et créer la cellule Alpha, avec de vrais mecs compétents. À moins que l'histoire ait été plus compliquée. Les erreurs faites sont des erreurs de débutants. Et si en fait, c'était une trahison interne à la DGSE, une façon de faire sauter des chefs de service un peu trop gênant. C'est une des théories qui tournent. Quand la France vend des armes en cachette. C'est toujours compliqué de vendre des armes à un autre pays. Parce que fatalement, le pays ennemi va pas être content. C'est le cas quand la France a aidé l'Irak à construire son réacteur nucléaire aux Irak. Israël a tué des ingénieurs sur le sol français, menacé leurs familles et fait exploser des bombes dans un port français, afin d'empêcher la livraison des pièces à Saddam Hussein. Autant dire qu'il vaut mieux rester discret sur ce genre de vente. Et fatalement, en 1991, quand la France vend 6 frégates haute technologie à Taïwan, on sait que ça va être le bordel. Tu as d'un côté les constructeurs des bateaux qui sont chauds pour conclure le deal à 16 milliards de francs, les États-Unis pas contents parce que Taïwan c'est leur marché, la Chine pas contente du tout parce qu'on arme des indépendantistes, pour Taïwan c'est un territoire chinois, Taïwan qui considère être indépendante et qui veut se doter d'armes pour se défendre, et enfin face à ça, l'État français plus trop chaud pour la vente vu le bordel que ça va faire. Mais bon, Thomson CSF, les constructeurs, décident de verser des millions en pots de vin et rétrocommissions. Autant te dire que la vente finit par se faire. Sauf qu'en 1993, on retrouve le corps empoisonné d'un capitaine taïwanais jeté à la mer. Et étrangement, c'était le capitaine qui devait faire un rapport à Taïwan sur ce qu'il avait vu dans les chantiers en France. En 2000, pareil, un ancien responsable français du projet qui tombe de son balcon la veille d'une interview choc avec un journaliste. Suivront 2 autres ingénieurs français qui décideront bizarrement de sauter par la fenêtre. Une passion chez les gens de ce chantier, c'est bizarre. Alors, pourquoi c'est mort ? La théorie voudrait que ce soit les agents secrets qui ont essayé de les faire taire. Les faire taire sur un accord qui avait été passé avec la Chine pour autoriser cette vente. La France devait saboter les bateaux, laisser des failles qui auraient permis aux Chinois de rendre les navires inefficaces en cas d'attaque. Encore aujourd'hui, cette affaire n'est pas réglée. On est toujours en conflit avec Taïwan et la Chine, et il y a encore des procès à ce sujet. Peut-être aurait-il fallu faire ça plus discrètement, comme quand la France a vendu des patrouilleurs à Israël en 1969. Là, l'État français a dit non, on vend pas, pour pas vexer les alliés arabes de la France. Mais étrangement, les services secrets israéliens ont réussi à voler ces patrouilleurs tout en les ayant payés. Un gros coup de chance. C'est l'affaire des vedettes de Cherbourg, je vous laisse un lien en description. Les plombiers du canard enchaîné. En 1974, Richard Nixon démissionne de son poste de président des États-Unis. C'est historique. La cause, le scandale du Watergate. Pour faire simple, en 1972, Nixon a utilisé la CIA pour espionner le parti politique adverse. Des faux plombiers qui sont allés poser des micros dans leur QG. Cette affaire a donné des idées à la France, puisque même pas un an après, on a fait exactement la même chose. Le canard enchaîné, vous connaissez. Un journal polémique qui aime bien enquêter et déterrer des trucs un peu gênants. Un soir, un des dessinateurs voit de la lumière dans ce qui seront leurs futurs bureaux. À 22h, c'est pas vraiment une heure pour que des ouvriers y travaillent. Il monte, il ouvre la porte et il tombe sur des plombiers. Plein de plombiers qui tirent des câbles, font des trous dans le mur, soulèvent les planchers, des trucs de plombiers quoi. Tout le monde prend la fuite, évidemment ça sort dans le canard enchaîné, et c'est le scandale qu'on nommera ironiquement la Watergaffe. La rédaction, pas rancunière, ira jusqu'à poser une petite plaque commémorative juste au-dessus du trou où devaient être insérés les micros. Ça aurait été une décision du ministre de l'Intérieur après que sa fiche de paix ait été dévoilée dans le journal, ce qui indiquerait la présence de fuites au sein de l'État, et quand on sait que le canard enchaîné est d'extrême gauche, il y avait une peur que tout soit transmis à l'URSS. À moins que ça soit plus compliqué que ça. Tout de même, recopier à l'exact le Watergate, un an après le scandale, avec des agents secrets qui s'enfuient à la vue d'un journaliste? C'est un peu gros, non? Une des théories, c'est que ce soit le canard enchaîné qui ait fait ça pour faire le buzz. Une autre théorie, un peu plus complotiste, voudrait que la personne derrière tout ça soit Jacques Chirac, qui aurait fait exprès de rendre le truc grossier, afin que ce soit découvert, qu'il y ait scandale, et qu'il puisse prendre la place du ministre de l'époque. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Les 2 espionnes françaises légendaires.
Quand on pense espion de charme en France, deux noms nous reviennent. D'abord, Mata Hari, une danseuse exotique qui travaillait pour la France en séduisant des officiers allemands. Malheureusement, on ne sait toujours pas aujourd'hui si c'était un agent double ou non. En gros, est-ce qu'elle aidait aussi l'Allemagne? Reste que la France intercepte un message allemand depuis les antennes de la Tour Eiffel, facilement déchiffrable et surtout avec plein d'indices pour deviner que Mata Hari travaille pour l'ennemi. Était-ce une ruse des Allemands qui avaient compris le jeu de la danseuse et qui ont décidé d'envoyer ce faux message? Toujours est-il que Mata Hari se fera exécuter pour trahison par la France. La deuxième espionne de légende s'appelle Mathilde Carré, surnommée la chatte. Et pour elle, ça sera moins glorieux. Probablement l'une des plus grandes criminelles féminines de la Deuxième Guerre mondiale. En 1940, elle est résistante à l'envahisseur allemand. Elle aide son petit ami Roman, capitaine dans l'armée, avec qui elle va former le réseau de résistance interallié en France. Sauf que ce petit ami l'a trompé avec une maîtresse, Renée. Un autre homme va alors entrer en jeu, Hugo Blecher, un Allemand dont le rôle était de traquer et éliminer les résistants français. C'était le roi de la filature. Et il finit par trouver la planque du réseau de résistance interallié. Il arrête tout le monde, sauf Mathilde Carré qui s'est enfuie. Malheureusement, la maîtresse de Roman, Renée, décide de poucave Mathilde. Mathilde se fait donc arrêter par Hugo Blecher et, pleine de haine, elle va décider de se venger. Déjà on oublie Roman, l'ancien petit ami résistant. Elle se fait pour nouvel amant, Hugo Blecher, l'allemand chasseur de français. Et avec ses connaissances, elle va l'aider à faire tomber les réseaux de résistance qu'elle a contribué à bâtir. Elle va organiser de fausses réunions avec les résistants, qui arrivent la fleur au fusil pour se faire accueillir par les Allemands, se faire torturer, puis exécuter, tout ça sous les yeux de Mathilde. Sauf que, nouveau coup de théâtre, le chef d'un autre réseau de résistance, Pierre de Vaumécourt, la contacte. Elle décide de partir à leur rencontre, se fait démasquer et avoue tout. Elle a bossé pour les Allemands, mais elle est prête maintenant à aider la résistance en fournissant de fausses informations aux ennemis. Elle fera alors pour nouvel amant ce cher Pierre de Vaumécourt. Mathilde est maintenant agent triple. Mais à la Libération, ça passera pas. Son deuxième retournement de veste était vu comme une manœuvre opportuniste. Le vent tournait et elle a clairement rejoint la résistance pour pas se faire exécuter après la guerre. Elle fut condamnée à être fusillée, mais quand même graciée pour service rendu à la nation. Elle a certes trahi la France, mais avant ça, bon, elle l'avait aidé, donc c'est un peu 50-50. Ah bah il a dit voilà, ah bah si. Elle est morte paisiblement chez elle, dans son lit, en 2007. J'adore les histoires d'espionnage. Tout comme Raph, la personne qui m'a aidé à écrire la vidéo. On a tous les deux dévoré les histoires de Monsieur X sur France Inter. On est tous les deux abonnés à Talk to the Spy, une chaîne YouTube tenue par un ancien espion français. Abonnez-vous, c'est très cool. Et vous, est-ce que vous êtes fan d'espionnage aussi? Si dans cette vidéo on n'a pas forcément montré les meilleurs aspects de ce métier, c'est presque du OSS 117 parfois, il faut savoir que la France a des services très compétents, et notamment grâce à une bonne image auprès des tops. La France payerait bien, protégerait bien, et si tu trahis ton pays ou ton groupe terroriste, vaut mieux le faire auprès de la France ou des Britanniques, plutôt que d'autres services qui peuvent te sacrifier. J'espère vous avoir fait rêver, que les histoires que je vous ai racontées vous ont plu. Vous pouvez me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, si vous-même le métier d'espion vous plairait. Je voulais remercier Raph de Science Trash pour l'aide à l'écriture, ainsi que tous les monteurs. Allez les amis, ciao!